Il faut qu'on puisse prendre, nous, la parole sur le fait qu'on est légitime, qu'on a de l'expertise, et ça se fait à travers le storytelling. Si tu n'as pas un storytelling, tu ne peux pas motiver les gens. Tu peux avoir une société qui fait des milliards, mais tu motives personne avec ça. Et un homme, même stagiaire, mais qui avait un timbre de voix plus grave, disait exactement la même chose que moi. Ça mettait 2 fois moins de temps pour être entendu. À ce nouvel épisode de Girl Squad. Girl Squad, tu le sais maintenant, c'est l'émission 100% féminine de Startup Vie. On parle entrepreneuriat, vu et vécu par les femmes. C'est important parce qu'il y a encore beaucoup de choses dont on a envie de parler. On a envie de parler de ce qui nous arrive comme difficulté, mais surtout il y a aussi des solutions et des clés pour réussir à les dépasser, éventuellement aussi entreprendre. Alors n'hésite pas à t'abonner, partager, nous dire en commentaire qui tu aimerais voir dans l'émission, les sujets que tu aimerais qu'on aborde, tout commentaire qui te semblera utile. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose qui est important en business, on s'en rend de plus en plus compte, c'est se raconter, faire son personal branding. Alors on sait que les femmes, elles sont parfois un petit peu timides à faire ça. On sent qu'il n'y a pas une vraie habitude finalement de se raconter, et pourtant c'est essentiel. C'est essentiel et ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas n'importe où non plus. Ce storytelling, c'est vraiment un art, ça s'apprend, et on va en discuter aujourd'hui avec nos invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour Géraldine, Mélissa, Najima, bienvenue. Merci. On va commencer à parler un petit peu de vous, de vos parcours, de ce que vous faites aujourd'hui et comment vous y êtes arrivés. On peut commencer dans le sens logique avec toi, Najima. Raconte-nous un petit peu ton parcours professionnel et ta situation professionnelle aujourd'hui. Ok. Donc, moi, je m'appelle Najima Larbaoui. Je suis d'origine marocaine. Je nais et grandi ici, dans un petit village à Limbourg. Après, à mon 20 ans, je suis venue étudier ici à Bruxelles. J'ai terminé à Gand, à l'université. Je faisais toegepaste economische wetenschappen, sciences économie appliquée, en néerlandais, parce que je suis néerlandophone. Et voilà, après, j'ai commencé une petite carrière et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais exactement pour ne pas suivre mon CV quand même, parce que ça va durer très longtemps. Je suis active dans l'informatique. Je suis indépendante dans l'informatique. En fait, qu'est-ce que je fais ? Je facilite le contact entre business et IT. Donc, quand il y a un besoin IT, je rentre dans des sociétés et je regarde leurs besoins. Et s'ils ont un besoin IT, je vais aller chercher dans une plus grande société ici en Belgique, qui s'appelle Kronos. Ils sont quand même 600 sociétés. Le patron, c'est Javes de Derrick de Roos. Et voilà, et je suis en charge en fait de ça. À côté de ça, qu'est-ce que je fais aussi ? Je suis dans l'immobilier à l'étranger. Et aussi, qu'est-ce que je fais ? J'adore aider des femmes. Et j'ai ouvert une ASBL, ça s'appelle Noujoum. Ça fait plus ou moins 1 an et demi passé. Et c'est pour aider les mamans solo. Okay. D'accord. Voilà. Alors, les accompagner. Oui, voilà, accompagner les mamans solo, on sait que c'est pas toujours facile. On a effectivement déjà traité cette thématique. Moi, je voulais venir directement sur... dans ton parcours, voilà, toi, tu es consultante en IT. On a reçu voilà, je vais tout de suite venir avec les messages qui fâchent un peu, mais donc on a publié pas mal de choses avec la diffusion de notre première saison de Girl Squad. Et on a reçu notamment un message qui nous disait, voilà, les femmes dans l'IT, on les met souvent au poste de management et en fait, elles y comprennent rien. Elles mettent le bazar dans les équipes parce qu'en fait, elles ne comprennent pas le produit c'est plus un frein qu'autre chose. Alors, bon, j'imagine, ouais, c'est assez terrible comme déclaration. On l'a vraiment reçu, c'est en dessous d'une de nos vidéos YouTube, donc voilà. J'imagine que toi, ça doit t'arriver d'arriver dans des boîtes et de te retrouver face à des personnes qui ont un petit peu ce regard-là sur le fait que toi, tu sois une femme en IT. Oui, ça peut arriver, mais je pense quand tu fais ton personal branding, quand tu es déjà arrivé à un moment dans ta vie, tu n'as plus cette regard. Mais en début, naturellement, c'est très normal. Tu dois te prouver, tu dois aller montrer qui tu es. Et quand tu utilises le même langage, le gens en face de toi, il va directement savoir que tu sais quand même quelque chose de cette matière. Et aussi, on va aussi être honnête, voilà, ouais, que l'IT,
il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'innovation. Donc, on ne peut pas tout connaître. Hein. C'est impossible pour tout connaître en IT. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de formations qu'on suit, ou on peut suivre online ou face à face pour s'améliorer dans certaines choses. Et je connais cette chance que je travaille dans une boîte avec 600 sociétés, donc je peux toujours faire appel à un expert. Et après, l'expert, il va m'expliquer, et après, moi, je pars avec cette explication chez les clients, et voilà, et je n'ai l'air pas bête comme femme. Oui, bah, comme tout le monde finalement, il faut se former et savoir de quoi on parle. C'est ça. Ouais. Ouais, peut-être la particularité là, effectivement, c'est le caractère innovateur, le fait qu'il y ait tout le temps et très vite de changement, de changement, et qu'il faut pouvoir effectivement suivre en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Donc les femmes, ils sont pas bêtes, hein. Non, mais ça, on le prouve tous les jours sur ce plateau. Enfin, vous le prouvez tous les jours sur ce plateau. Grâce à vous. Et dis-nous un petit peu comment justement tu gères ces 3 activités, parce que donc l'activité d'agent immobilier, tu le fais exclusivement à l'étranger, c'est Oui, ça? je le fais exclusivement à l'étranger, c'est ça. Ouais. Et donc tu peux, j'imagine, travailler sur l'IT de loin, enfin remote. Oui, bien sûr. Ça a aussi de la chance d'avoir un métier dans l'IT. On peut toujours prendre notre laptop et on peut être actif n'importe où. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que je demande toujours aux femmes, et je donne vraiment comme conseil que choisis un job dans l'IT, tu peux le combiner avec beaucoup de choses, avec tes enfants, avec des autres boulots, avec des autres activités, avec des hobbies. Tu es plus flexible en fait. C'est intéressant ça. C'est un job à conseiller parce que ça correspond Ça correspondant, au fait d'avoir peut-être plus de temps pour faire d'autres choses. Bien sûr. Ouais. Surtout si tu es une maman, c'est quand même important pour aussi passer le temps avec tes enfants. Je trouve quand même c'est le principal qu'on a là pour les enfants, parce que les enfants, c'est le futur de demain. Et ça, c'est des réflexions que tu as construites sur base de ton expérience personnelle? Oui, ça c'est vrai. Et que maintenant tu transmets à d'autres femmes? Oui. Est-ce que c'est dans l'ASBL, est-ce que tu as tendance à proposer ou encourager les femmes à aller vers ces métiers-là? Tu les accompagnes comme coach, Je peux te dire, j'aime pas vraiment le mot coach, parce que coach, c'est vraiment, tu dois aussi être certifié pour être coach. On va être très clair. Hein. On peut pas dire à tout le monde que c'est un coach. Mais je accompagne cette femme, par exemple, pour mettre leur CV, refaire leur CV, regarder l'emploi, regarder quelles formations ils sont doués pour. Je regarde leur chemin et où ils veulent arriver. Qu'est-ce que j'aime aussi faire, que vraiment, être indépendant, créer ta société, même si c'est une petite société, tu vas grandir. Quand tu es employé, tu restes sur une certaine cage, une box, que ça peut-être tu vas pas avoir la même possibilité. Quand tu es un freelancer, il y a des autres possibilités que ça va ouvrir. Et c'est ça qu'est-ce que je fais transmettre aux femmes, mamans solo, mais aussi quand même aux jeunes. J'aide aussi les jeunes pour faire par exemple leur business plan, leur guider avec le notaire, brainstorming, tout ça. Je suis quelqu'un de très très active. Hein. J'ai ADHD. Donc j'arrive quand même beaucoup faire pendant une journée. C'est super. Mélissa, toi, la communication, ça te connaît, puisque toi, tu as aussi plusieurs casquettes. Tu as une agence à toi, tu travailles aussi pour la communication de Wallonie Entreprendre. Tu as fait des études de communication, toi? Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé des études de communication à Liège. Et puis, j'ai enchaîné avec un master à Louvain-la-Neuve. Et c'est vrai que je me suis assez rapidement spécialisée dans le marketing digital, parce que quand j'ai commencé à Louvain-la-Neuve, c'était un peu... les réseaux sociaux, c'était ludique, c'était un peu de la rigolade, et donc personne ne prenait ça vraiment au sérieux. On n'anticipait pas le fait qu'en fait, ça allait devenir des outils puissants pour communiquer. Et donc moi, j'ai vraiment fait mon mémoire et tous mes stages autour de ce sujet-là. Et petit à petit, je me suis fait ma place dans ce secteur et enchaîné différents types de boulots dans des postes liés au marketing digital. Et donc, je suis souvent en contact avec ces services IT, où c'est vrai que parfois, on nous regarde un peu... de haut en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Donc c'est vrai que quand je regarde en arrière par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avec le fait que les remarques de personnes qui disent quand il y a une femme elles font n'importe quoi, j'ai des forts ressentis quand j'étais plus jeune, et là je te rejoins sur le fait que quand on a de l'expérience, quand on rentre dans une pièce et que finalement on a réussi à créer de la légitimité, les commentaires comme ça s'arrêtent quoi. Donc aujourd'hui, après
plus de 12 ans d'expérience. Quand je rentre dans une pièce et que je suis en réunion, on me prend au sérieux. Ça arrive encore qu'on me prenne pour une stagiaire. Ça a encore arrivé la semaine dernière. Donc, je parle à quelqu'un, la personne ne me regarde pas, elle regarde l'autre stagiaire. Enfin, la fille qui est vraiment une stagiaire. Et donc, moi, j'étais là, bon, en fait, non, je suis... voilà, j'ai la trentaine d'années, donc voilà, ça va. Mais je pense que la légitimité, elle se crée avec l'expérience, quoi. Et donc, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on puisse prendre, nous, la parole sur le fait qu'on est légitime, qu'on a de l'expertise. Et ça se fait à travers la thématique qu'on aborde aujourd'hui avec le storytelling, etc. Et alors, au sein de Wallonie Entreprendre, donc moi, aujourd'hui, je m'occupe des réseaux sociaux et de la communication digitale de Wallonie Entreprendre. Wallonie Entreprendre, c'est une structure qui aide les entreprises qui les finance, qui propose des solutions de financement et d'accompagnement pour les entreprises qui veulent développer leur activité. On est présent sur tous les stades de vie de l'entreprise, donc c'est de la création de l'entreprise jusqu'à la transmission de l'entreprise et dans des secteurs qui sont hyper variés, dans le sens où on va du plus connu dans l'industrie à des secteurs de pointe comme les biotechnologies ou encore les digital deep tech. Donc on a vraiment différents secteurs et mon rôle, entre guillemets, en tant que marketing manager responsable des réseaux sociaux pour Wallonie Entreprendre, c'est de raconter les histoires de ces entrepreneurs wallons pour donner envie après à d'autres de s'en inspirer et de faire percoler leur histoire auprès de notre communauté qui est quand même assez grande, parce que le fait d'être une structure aussi forte que Wallonie Entreprendre, ça donne une aura particulière aux entrepreneurs qu'on met nous en avant sur nos réseaux sociaux, sur notre site, dans des vidéos. Donc on a vraiment mis en place toute une stratégie de storytelling de nos entreprises participées pour leur donner de la visibilité et qu'eux après puissent s'en saisir pour reparler, quoi. Ouais, on voit bien là aussi l'importance de la force de frappe finalement du réseau. On en a parlé hier dans une autre émission. Voilà, c'est vraiment essentiel de pouvoir aussi... Alors, il y a la question de se raconter, puis il y a la question de pouvoir avoir l'audience pour pouvoir toucher avec son message. Et pour ça, des structures comme Wallonie Entreprendre sont extrêmement utiles pour ceux qui se lancent, et pas seulement d'ailleurs, ceux qui sont déjà un petit peu plus loin. Ceux qui sont déjà lancés, on a par exemple un programme de croissance, donc c'est des entreprises qui sont déjà bien installées et qui veulent développer certains pans de leur activité. Et donc là, on les accompagne sur ces aspects de la croissance, mais on les met aussi en avant à travers le programme, c'est-à-dire qu'il y a différentes sessions ou des soirées de networking qui sont organisées qui leur permettent de se mettre en avant et de du coup présenter leur histoire. Donc se raconter, ça se fait par son propre chef, donc sur ses propres réseaux, mais ça se fait aussi par le réseau qu'on va réussir à créer et qui va nous donner aussi la place pour porter notre message, quoi. Et nous, on est clairement là pour porter le message des entreprises qui ont du succès, comme hier, par exemple, Odoo, qui est une de nos entreprises participées, qui a fait le tour de la presse parce qu'ils ont reçu du financement d'un gros acteur aussi dans son secteur. Et donc, on les a mis en avant, mais ils avaient déjà une certaine aura, mais avoir des espèces de licornes, comme on dit dans le secteur, c'est chouette parce que ça donne envie aussi, nous, de nous reconnaître, de se reconnaître dans ce type de profil-là. Et on a vraiment un rôle très fort à jouer dans l'accompagnement et la visibilisation de nos startups, de nos entreprises, qui ne savent pas toujours comment se raconter, en fait. Nous, on a des vidéos qu'on crée pour eux et ils vont se dire « Ah tiens, est-ce qu'on peut s'en saisir ?» Mais ils ne savent pas forcément comment s'en saisir pour raconter leur histoire. Et puis alors, une fois qu'ils vont voir ce que nous, on a fait, on va se dire « Ah tiens, nous aussi, en interne, on peut faire la même chose pour raconter l'histoire de notre chef d'entreprise. » Et puis, ils font leur petit bonhomme de chemin et voilà, le flambeau est passé, quoi. Mais c'est aussi intéressant de voir que c'est... une stratégie même pour la boîte, c'est-à-dire que oui, on raconte l'histoire des startups, mais c'est aussi une stratégie pour Wallonie Entreprendre de se raconter elle-même différemment, en fait. C'est ça. Et pas par venez chez nous, c'est super, c'est génial. Exactement. Mais vraiment en ayant du contenu. C'est ça. Tout à fait. Mais la stratégie de contenu a vraiment été pensée comme ça parce que donc en fait, il faut savoir que pendant des années, c'était des structures qui étaient un peu cachées, donc cachés, je veux dire, au niveau de leur communication, on n'était pas très actifs. Il y a eu une fusion donc, des outils financiers, SRI, Sogepa et Soalfin, et donc ça date de janvier. Mais la stratégie a toujours été de vouloir communiquer en mettant en avant nos entreprises participées,
c'est un effet, ça nous donne nous de la visibilité, mais par effet ricochet, tous ceux qui vont republier, toutes les personnes des entreprises qui vont republier vont aussi nous donner de la visibilité. Donc plutôt que de dire nous on est les meilleurs, on incite nos entreprises participées à dire venez chez Wallonie Entreprendre, ils vous accompagnent, ils vous financent parce que ce sont les meilleurs, etc. Sinon, on aurait très clairement pu rester dans du classique comme n'importe quelle structure d'investissement et c'est pas forcément ça qu'on voulait. On reste sérieux dans le ton, donc le storytelling, c'est aussi tout ça, c'est aussi réfléchir au ton qu'on va utiliser. Donc là, on est dans un storytelling qui est clairement, dans un ton qui reste sérieux, corporate, c'est ça, mais avec cette volonté de mettre en avant des histoires qui vont donner envie, qui vont inspirer d'autres et qui vont faire en sorte que les gens vont dire « Ah tiens, en fait, chez Wallonie Entreprendre, peut-être que je pourrais trouver une aide, de l'information, un financement complémentaire à mon premier financement, etc. etc. quoi. » Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de créer et je pense que les résultats sont là parce qu'on a vraiment des réseaux qui grandissent de jour en jour, quoi. Géraldine, toi, la narration, le storytelling, c'est un peu ta passion, on peut dire ça. C'est même mon travail. Ouais. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, double, tu mets ces compétences au service donc, de ta boîte qui est XR for Heritage, je ne me trompe pas. Alors, le programme qu'on brande, justement, s'appelle XR for Heritage. C'est une activité d'une association qui, elle, s'appelle Trois Plumes. Ok, d'accord. On ne communique pas sur la structure morale qui existe depuis 2005. Mais donc, c'est XR for Heritage qu'on met en avant dans la communication. Exactement. Voilà, on discutera peut-être de ce choix après. Alors, explique-nous un petit peu ce que fait XR for Heritage. Donc, XR for Heritage est né pendant le Covid. Et donc, pour faire court, ça veut dire dans l'association, notre ADN était de raconter des histoires à impact. C'est ça, à la base, qu'on faisait. Depuis 2005 déjà, parce que c'est une affaire de famille. C'est avec ma mère qu'on a créé cette association. Et donc, au départ, c'était utiliser les masses médias, livres, télé, expositions, pour éduquer et sensibiliser. Seulement, le Covid est arrivé et on a eu une vraie réflexion sur se dire, mais comment est-ce qu'on peut impacter massivement les publics aujourd'hui? Et donc, on s'est vraiment dit, il faut partir vers d'autres narrations. Avec les nouvelles technologies immersives, réalité augmentée, mapping, réseaux sociaux. Et donc inventer aussi des nouveaux modèles de financement parce que nos interlocuteurs classiques, qui sont par exemple les chaînes de télévision, n'étaient pas forcément capables de nous proposer d'autres modèles que les taux d'audience, par exemple. Donc se dire, est-ce que je vais pouvoir faire des espaces pubs pour ce programme? Alors que si nous, notre objectif est l'éducation et la sensibilisation, il faut trouver d'autres modèles. Et donc, notre programme, qui maintenant commence à la 3e édition, a commencé par un gros travail d'éducation et de sensibilisation des décideurs donc de territoire, du patrimoine, donc les musées, mais également services publics médias, pour pouvoir leur dire on va vous aider à vous approprier les nouvelles technologies pour raconter différemment le patrimoine, l'histoire belge, par exemple, ici dans ce cas-ci, pour que les gens s'identifient, que ce soit fun, que ce soit participatif. Donc c'est ça vraiment le cœur de notre boulot. Il y a une part inspiration, éducation, donc des personnes qui sont capables de créer les cahiers des charges pour après financer des contenus. Et puis il y a une phase POC. Donc, Proof of Concept, donc on produit des contenus pilotes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que vous faites? Là, à l'événement de clôture de notre 2e édition, on était hébergé par le Bright Festival. Et donc, suite à un grand concours qu'on avait lancé, on a produit 2 cubes immersifs, un au musée Art et Histoire et un au musée des instruments de musique. Et donc, c'est des grosses installations qui permettent en fait de transformer un patrimoine qui est l'art nouveau, qui paraît tout le temps, un peu peut-être élitiste pour certains publics et qui ne parle pas aux gens. Une expérience finalement fun où les familles venaient, ils tournaient autour. Par exemple, au musée Art et Histoire, il y avait une technologie de nuage de points qui fait que quand on marchait, en fait, les motifs Art Nouveau, mais en mode plutôt Instagram, évoluaient avec le rythme. Et donc, on a fait un show de crump, donc de danse crump, danse
dans ce gros cube immersif. Et puis après, les familles venaient, se prenaient en photo. Et donc, ça permet de conquérir un public qui, habituellement, ne franchit pas la porte des musées et donc susciter l'intérêt. Et t'es arrivé comment? Donc, tu nous as raconté l'histoire de XR for Heritage, de Trois Plumes qu'il y a derrière. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé là? Est-ce que c'est une rupture dans ton parcours pro? Est-ce que c'est un pivot? Qu'est-ce que tu as fait avant pour C'est une véritable continuité. En fait, donc moi, j'ai fait un master en communication spécialisé en animation socioculturelle et éducation permanente à l'IEX. Donc, pour la faire courte, je voulais travailler dans le non lucratif, pour essayer de changer le monde ou faire un monde meilleur. Enfin, c'est un peu ça, c'est utiliser la com pour l'intérêt général. Donc ça, c'est mes études et ma volonté au départ. Et j'avais fait mon mémoire de fin d'études avec une ONG américaine qui faisait du soap opéra, donc style Dallas, dans les zones de conflit. Et je trouvais ça formidable, donc, de se dire, en fait, ils mettaient, par exemple... c'était en Macédoine, différentes ethnies dans un immeuble et c'était casser les stéréotypes, lutter contre le racisme et travailler avec des scénaristes, la chaîne télé et des sociologues. Et en fait, avec XR for Heritage, je fais une continuité finalement de ce cheminement. Se dire à chaque fois comment on fait rencontrer des mondes qui ne dialoguent pas, qui n'ont pas les mêmes usages, pour essayer de influer positivement les comportements et les mentalités. C'est vraiment ça. Et donc, moi, là-dedans, j'ai une casquette scénariste-productrice. Donc, c'est véritablement, ça veut dire, il y a une part stratégique, je suis obligée, mais qui est plus un moyen. Ça veut dire que là, j'accompagne les institutions dans leur stratégie numérique, mais c'est surtout pour après pouvoir les aider à produire des contenus ambitieux, durables, viables, et justement travailler avec, on va dire, avec des interlocuteurs de services publics qui peuvent, on va dire, changer leurs pratiques culturelles. Donc c'est vraiment cette casquette d'inventer un métier qui m'intéresse et qui est une véritable continuité de mon parcours. Et peut-être pour vous dire en quoi c'est vraiment une continuité, c'est que ma première expérience télévisée, c'était au Maroc, donc pour un projet qui était une sorte de Bollywood à la marocaine. On a produit 30 longs métrages avec des comédies musicales, des films historiques et ainsi de suite. J'ai commencé au making-of et j'ai fini productrice exécutive. Et véritablement, il y avait cette idée de construire une industrie. Ça veut dire qu'il fallait donner des chances à des nouveaux réalisateurs, des scénaristes, et se dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut faire. Et c'est vraiment cette méthodologie que j'applique encore, c'est de mettre autour de la table des gens qui ont des talents numériques et qui veulent se faire connaître par les musées, mettre des musées qui ont des lieux splendides et qui ont des collections, et dire ok, on va faire quelque chose ensemble, on prototype, on teste, on voit ce que ça marche et on recommence. Donc c'est vraiment dans ce process-là que j'avance. Ok, on va peut-être en venir à notre thème principal, qui est donc se raconter. Alors, déjà dans la discussion ici, on a vu que les usages avaient beaucoup changé, les médias, les médiums aussi. Les réseaux sociaux, tu le disais, quand tu as fait tes études, et pourtant c'était pas si loin, on ne considérait pas ça du tout comme un canal de storytelling, justement, de branding. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment essentiel. On va revenir peut-être aux bases un petit peu. Comment est-ce qu'on fait pour se raconter? D'abord, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que, comme entrepreneur, il est nécessaire de travailler son personal branding ou est-ce qu'on peut s'en passer? Moi, j'ai envie de dire que oui, c'est nécessaire. Obligatoire, non, mais je pense que c'est nécessaire. J'ai pris la parole, mais je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Je dirais que c'est nécessaire dans le sens où, aujourd'hui, n'importe qui peut lancer une marque de t-shirt, de voiture, enfin peut-être pas voiture, c'est un peu technique. Le pourquoi, le fameux why, on se lance.
ça va aider à accélérer peut-être les ventes. Je ne dis pas que c'est pas possible sans le storytelling, mais je pense clairement que ça occupe une place hyper importante. Il n'y a qu'à prendre, je prends souvent ces exemples-là, parce que c'est vrai que j'ai parlé de Wallonie Entreprendre, mais donc à côté, j'ai une casquette aussi de freelance où je fais des formations en marketing digital, et alors il y a une petite partie aussi dédiée au storytelling. Et donc je prends souvent l'exemple de Pauline Legnaud, qui est la cofondatrice des marques des produits Gemio. Donc c'est des produits de joaillerie, des bagues. Elle raconte pourquoi elle s'est lancée, parce qu'avec son mari, son mari l'a demandé en mariage, il ne trouvait pas la bague idéale, etc. Donc ils se sont lancés dans ce projet-là, etc. Et elle a raconté tout ça à son audience, et toute son audience a suivi le parcours, s'est dit waouh, c'est magnifique, ouais, je veux les mêmes, etc. etc. quoi. Il y a un autre exemple aussi une française, qui est Justine Hutto, la marque Respire. Et là, pareil, elle s'est vraiment saisie de son parcours à elle pour expliquer le pourquoi elle vend les produits. Donc, elle a eu un cancer, et qui fait qu'elle a aussi voulu développer des produits qui étaient beaucoup plus sains, donc des produits déodorants beaucoup plus sains pour la peau. Et donc, il y a des personnes qui ont adhéré à son histoire et à ce message. Donc, je pense qu'elle aurait clairement pu le vendre sans devoir parler de son histoire, mais ça a vraiment donné un coup d'accélérateur. Et je pense que c'est pour ça une des raisons pour lesquelles c'est vraiment utile de travailler cette partie-là. Après, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Quand je dis à des clients, montrez-vous, parlez de vous, donnez juste humain. Il y en a qui sont juste pas à l'aise avec ça et qui ne veulent pas. Donc il y a des moyens de contourner le storytelling, se raconter sans se montrer. On peut faire du storytelling en racontant l'histoire des produits. Si je prends l'exemple d'Oasis, c'est aussi une forme de storytelling, ou de Ben & Jerry's, ils ont des petits bonhommes qui racontent l'histoire de la marque. McDonald's qui raconte l'histoire de ses clients qui viennent « venez comme vous êtes », etc. C'est aussi du storytelling. Le directeur de McDonald's ne se montre pas, mais il raconte l'histoire de la famille qui va chez McDonald's pour aller prendre son lunch, même si aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas manger chez McDonald's. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a une histoire à raconter? Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Alors, il y a ne pas aimer se mettre en avant, se montrer, etc. Mais il y a aussi parfois le sentiment, je pense, chez certaines entrepreneurs, de ne pas avoir vraiment d'histoire, ou en tout cas de ne pas l'estimer assez riche, assez forte, assez porteuse de messages pour pouvoir être mise en avant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que tout le monde a une histoire ou pas? Moi, je peux dire qu'il n'y a pas de mauvaise histoire, il n'y a que des mauvaises façons de les raconter. Donc, on dit souvent ça. C'est après voir est-ce que c'est nécessaire. Moi, je me suis longtemps posé la question de la nécessité de parler de mon parcours, de peur de mettre au second plan les projets. Justement, je crois vraiment qu'il est parfois plus facile, surtout peut-être dans le non lucratif, de mobiliser autour d'une marque projet, plutôt que d'être dans un personal branding qui fait que on risque de mettre dans l'ombre des collaborateurs et donc l'envie d'être dans du collectif. Donc je pense que c'est pas toujours pertinent, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, de devoir vraiment se mettre en avant. Par contre, il faut effectivement être conscient qu'il faut communiquer d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça peut être le produit, ça peut être une action, ça peut être la communauté des membres. Enfin, voilà, il y a différentes façons. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les réseaux sociaux sont aussi à double tranchant. On voit quand même beaucoup de CEO qui font le parti pris d'être invisibles sur les réseaux sociaux. Justement pour se dire moi je suis au-delà de ça, j'évolue dans l'ombre. Donc voilà, il y a des partis pris, on va dire, il faut juste que ce soit un choix, à mon avis, et donc qu'il y ait une cohérence, et donc d'être assez, on va dire, lisible, que les gens comprennent. Soit on a un business à faire tourner, et donc on argumente par ça, on n'a pas le temps de se raconter. Vous aimez mon produit, c'est un petit peu ça entre les lignes. Soit il y a un message et une adhésion, il y a une sensibilisation à faire, et donc on l'incarne et on se raconte. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement qu'il n'y a pas qu'une seule façon, et qu'il ne faudrait pas croire que c'est... je ne suis pas convaincue que c'est nécessaire. C'est souvent un super outil. Moi, je vois que LinkedIn m'a ouvert plein de portes, par exemple, parce que c'était un média qui convient actuellement à ce que je veux porter.
Et donc, ça me permet d'accéder rapidement à des gens avec qui je vais échanger. Mais il faut bien se souvenir pourquoi on est là, pourquoi on communique et pourquoi on mobilise du temps. Et donc, le penser en amont et pas au petit bonheur, la chance. Voilà, il faut vraiment avoir une réflexion stratégique là-dessus. Toi, Najima, ton rapport au personal branding, il est comment? Moi, en fait, le storytelling, c'est vraiment mon opinion à moi. Quand tu as vraiment quelque chose à dire, quand tu as un storytelling fort et tu veux passer un message à un certain public, c'est très important pour le faire. Par exemple, pour motiver des gens, tu dois être dans le storytelling. Si tu n'as pas un storytelling, tu ne peux pas motiver les gens. Tu peux avoir une société qui fait des milliards, mais voilà, tu motives personne avec ça. Oui, tu motives tes employés qui travaillent pour toi, ok, mais tu ne motives pas, par exemple, les gens pour travailler pour ta société, ou tu ne fais pas un branding. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, je vais dire quand même malheureusement, parce qu'il est aussi il a toujours deux côtés des médailles, hein, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire C'est un double tranchant. Oui, c'est un double tranchant. Ça peut aussi être négatif. Ça peut être négatif, mais aujourd'hui, dans le social media, c'est très, très important pour le storytelling. Quand tu as, par exemple, regarde Obama, son storytelling, c'est magnifique, avec sa femme. Allez, tout le monde parle de ça. Ils sont devenus très, très connus à côté de ça. C'est plus de BV que de politiciens. Tous les politiciens aujourd'hui qui veulent réussir, tu vas regarder sur Instagram, par exemple, fait de storytelling. Donc, si tu veux arriver, par exemple, à une autre étape pour être connu, pas gagner plus de l'argent, hein, je parle pas, parce qu'une a aussi lié avec l'autre. Hein. Quand tu es connu, normalement, il y a plus de contrats qui vont venir vers toi. Allez, moi, j'ai eu les cas, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu plus de contrats grâce à je raconte quelque chose. Voilà, je suis aussi un peu plus dans le sales, donc c'est aussi un peu mon métier pour raconter. Je suis plus à l'aise avec ça. Donc pas tout le monde est à l'aise avec ça, je peux comprendre, mais il faut apprendre ça. Par exemple, il peut avoir une structure qui peut apprendre ça pour le storytelling, pour te mettre à l'aise, pour donner cette skills. Donc, je pense que ça existe déjà. Mais les gens, ils doivent aussi prendre ça comme un outil. Un outil, vraiment un outil pour développer autre chose. Et c'est très normal que le plus important quand tu as une boîte, que tu veux réussir, tu veux que tes employés sont bien, tu payes tout le monde, tu es financièrement bien. Mais avec le storytelling, tu touches en fait à sentiment. Et quand tu touches au sentiment, vraiment, ça reste dans la tête. Hein. Oui. Et alors, tu parles de Barack Obama. Moi, je me souviens, c'était pendant son premier mandat. Je suivais le compte Instagram très officiel, POTUS. On est vraiment sur... et je me souviens d'une vidéo avec son chien. Beau, qui est devenu aussi une icône, qui était très bien faite, très bien montée, etc. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, OK, là, il y a vraiment une rupture dans la communication politique. Il y a une maîtrise de l'outil, des codes, de ce qui va intéresser, engager un public au-delà de détailler des mesures, de parler de sommets, etc. Alors, j'imagine clairement qu'il devait être très bien entouré sur ces questions-là, et qu'il a pris ça effectivement très, très au sérieux. Comme tu dis, c'est quelque chose qui s'apprend. Votre conseil pour toutes les entrepreneurs qui veulent travailler ça, c'est de bien s'entourer, j'imagine. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, Mélissa. Bien s'entourer, oui. Bien s'entourer. Il y a des structures, effectivement, comme tu l'as dit, qui aident. Maintenant, je ne suis pas sûre que... la partie storytelling sur raconter soit vraiment bien mise en avant, donc c'est vraiment suivre des formations pour ça, parce que je pense qu'on néglige vraiment, et comme tu l'as dit aussi, il y a vraiment eu un avant et un après Barack Obama dans la communication. Je me souviens encore, j'étais en stage dans une agence de com quand il a été élu pour le premier mandat. On nous avait demandé d'analyser sa stratégie pour pouvoir après aussi la proposer aux politiciens. Tous les politiciens voulaient faire du Obama, quoi. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, notre Obama, on va dire, en Belgique, c'est Elio Di Rupo qui est à fond sur TikTok. Il se raconte vraiment, il se sert vraiment des réseaux sociaux pour atteindre son objectif qui est après d'être réélu. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand il va être réélu. Ça, c'est un autre point. Ou Georges Boucher, c'est aussi possible. Il a choisi un autre axe de com. Mais j'adore. Mais, pour compléter ce que tu disais aussi tout à l'heure, il y a vraiment 3 étapes fondamentales quand on communique sur les réseaux ou n'importe quel canal. Know, like, trust, se faire connaître, se faire aimer, et puis après gagner la confiance pour in fine vendre. Et donc tous ces éléments-là dans le storytelling sont vraiment importants parce qu'on sait
que derrière, l'objectif, c'est de vendre. Donc, pour compléter aussi ce que tu disais tout à l'heure, ben, oui, effectivement, faire ça sans stratégie, ça n'a pas d'intérêt, c'est une perte de temps. Pour le moment, c'est vrai que sur LinkedIn, je vois beaucoup de selfies. Des gens qui racontent leurs histoires et oui, j'ai été promener mon chien, oui, et ça n'apporte rien. Il n'y a pas la chute qui dit j'ai été promener mon chien, j'ai trouvé la nouvelle idée pour mon entreprise, je ne sais pas, mais j'invente. Mais il y a beaucoup de bullshit, mais à partir du moment où c'est réfléchi pour gagner la confiance, à force de nous montrer, gagner la confiance des personnes qui vont nous suivre et de la communauté qui va se créer, ça va permettre in fine de vendre, quoi, parce que c'est vraiment à ça que ça va servir, gagner la confiance des personnes pour pouvoir vendre. Moi, j'aurais plus facile à acheter un produit, j'invente de Diane parce que je la connais, chouette, Diane ou Camille ont lancé quelque chose, je les ai rencontrées, elles ont raconté un chouette projet, j'ai suivi leur parcours, je fonce, que monsieur ou madame lambda que je connais pas du tout, qui me vendent un produit froid, et voilà. Donc ça aide vraiment, c'est pas la panacée, c'est pas la solution parfaite, mais en tout cas, ça j'allais rebondir sur un peu tout ce que vous dites, sur le fait aussi que moi, je pense que c'est à réfléchir, mais ça évolue aussi. Personnellement, moi, j'ai un branding qui a changé parce que j'ai aussi changé de plus ou moins de stratégie, plus ou moins forcée aussi avec le Covid. À la base, je m'adressais aux clientes vraiment B2C, madame tout le monde, et j'avais fait c'était important pour moi de séparer mon activité donc, de studio de service de maquillage de moi. Et donc, même si j'ai les réseaux sociaux, etc., je faisais vraiment 2 trucs totalement séparés, une communication et une direction artistique choisie pour mon, par exemple, ma communication professionnelle et le fait de pas du tout, moi, me mettre en avant. L'idée, je voulais que les gens reconnaissent l'endroit, donc le studio que j'ai ouvert pour venir se faire maquiller, que je sois là ou pas. Bruxelles, et surtout que c'est même pas à Bruxelles en plus, donc que les gens n'étaient pas à Bruxelles, donc tout le monde s'en fout totalement. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qui je suis, quelle énergie j'ai, etc. Et donc en fait oui, j'ai dû un petit peu shifter ça et me dire ok, maintenant il va falloir que je me positionne un petit peu différemment. Et donc, bon, ça ne veut pas dire que je mets à la poubelle tout ce que j'ai fait avant, mais il va falloir que je navigue différemment, éventuellement que je crée un lien entre les deux, que je montre ma tête de temps en temps. Enfin, voilà, que ça, c'est une stratégie qui a dû être revue aussi, et que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir évoluer aussi, et même si dans un premier temps, tu n'as pas besoin de te montrer, etc., ou inversement, voilà, il faut pouvoir faire les bonnes choses au bon moment par rapport à ça aussi. Est-ce qu'on passerait au piment ? On peut tout à fait passer au piment. J'ai pas de crayon. T'es dans la lune ? Attends, je te donne le mien, parce que nous, on n'en écrit pas. Ouais. On veut vous laisser le plus possible la parole. Donc, on rappelle le principe des piments, une phrase qui vous a marqué dans votre parcours, qui vous a aidé peut-être. En lien au personal branding. En lien au personal branding, qui vous a aidé à peut-être passer un certain cap à ce niveau-là, pour vous ou pour vos clients. Tu devrais montrer comment tu fais. Qui a dit ça ? C'est toi ? C'est une phrase qu'on m'a dite qui m'a un peu motivée à lancer mon activité complémentaire parce que donc j'étais souvent active justement sur les réseaux sociaux, beaucoup sur LinkedIn, à raconter mon parcours ou des choses, partager des trucs et astuces, et on m'a dit tu devrais le faire plus souvent, c'est bien ce que tu fais, tu devrais le montrer. Et je pense que c'est une phrase que peut-être on sent, beaucoup de femmes, mais même des hommes aussi, se sentent parfois pas légitimes pour prendre la parole. Et c'est une phrase, il suffit d'une fois, une personne qui nous dit ça pour se dire ah ouais, en fait, ce que moi je sais, il y a d'autres gens qui ne le savent pas et ça peut aider. Donc je me dis que c'est le genre de phrase qui motive, en fait, qui peut booster quand on se dit ah ben non, j'ai rien à raconter. Ben en fait, si, toi, ce que tu dis là, ça m'intéresse parce que moi je sais pas comment on change une porte de voiture, on change une porte, peu importe la personne devant qui je suis. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise. L'idée, c'est se raconter soi, c'est aussi raconter en fait ses compétences. Et ça sert dans ce que tu disais, finalement dans le trust, c'est montrer, voilà, je suis experte là-dedans. Tout à fait. Alors, il y a cet objectif-là, mais il y a aussi parfois la difficulté de se sentir experte. C'est ce que tu disais au début de ton explication.
il y a là de nouveau le fantôme du syndrome de l'imposteur, dont on sait qu'il touche tout le monde, mais que les femmes sont plus touchées par ce ressort-là que les hommes. Il faut dépasser ça, clairement. Ouais, il faut dépasser ça. Et je crois que les premières fois sont difficiles. Je me souviens quand je commençais à publier, juste rien que LinkedIn, à chaque fois j'avais un ami à qui j'envoyais les petites publications avant pour qu'il relise, qu'il me donne son avis. J'avais pas du tout confiance en moi. J'avais pas confiance au fait que j'allais pouvoir trouver des clients, alors qu'au final, c'est lancé. Et là maintenant, ça fonctionne super bien. Pas confiance sur le fait que j'allais pouvoir gérer les deux, Wally Entreprendre et mon activité freelance. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut réussir à dépasser, mais il faut oser une première fois, oser une fois se montrer, oser frapper à la porte, oser demander, oser se raconter, dire j'ai un super projet mais je ne sais pas comment faire, oser demander de l'aide. Une fois qu'on a passé toutes ces portes d'oser, on se dit je suis arrivée quelque part et en fait c'était pas si dur. L'avantage aussi des réseaux sociaux, c'est que tu as un retour direct. Ouais. Et donc là où toi tu te disais en fait j'ai rien à apprendre aux gens, tu vas avoir des retours qui vont te dire super, merci pour tes conseils, je les ai appliqués, voilà. Donc il y a quelque chose aussi qui peut aider justement à dépasser tout ce qu'on appelle les pensées auto-limitantes. Ça peut être un super outil pour ça. Oui, tout à fait. Du coup, moi, il y a une question que je vous pose à toutes les trois. Le fait d'être une femme, est-ce que c'est quelque chose qu'on met en avant dans sa communication personnelle ou pas? Alors, on sait qu'on a beaucoup discuté avec toutes les invitées, avec tout le Girl Squad. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut qu'on pose des questions aux femmes sur est-ce qu'être une femme, ça rend les choses plus difficiles, différentes, est-ce qu'on manage différemment ou pas, etc. Il y en a beaucoup qui ne sont pas hyper à l'aise avec cette idée, d'abord parce qu'elles ont envie qu'on parle de leur métier, et c'est bien normal, de ce qu'elles savent faire, et c'est tout à fait légitime, et c'est bien normal. Maintenant, est-ce que c'est un plus ou pas dans une communication de dire, non seulement je suis experte, mais en plus j'ai dû un peu casser les barrières parce que je suis une femme et que ce n'est pas vraiment là qu'on m'attend, par exemple dans les secteurs plus IT. Est-ce que c'est bien de le faire ou est-ce qu'il faut éviter? Moi, je fais partie des personnes mitigées sur ça. Je suis aussi d'avis d'avoir, en fonction des compétences, on va dire des paires de compétences. Je me souviens quand je travaillais à l'étranger, que je suis revenue en Belgique, j'ai dit voilà, je veux lancer mon activité. On m'a envoyée vers Crédal, alors que rien à voir, c'est juste parce que c'était des femmes, mais c'est des femmes qui voulaient par exemple être boulangères, ou rien à voir avec mes disciplines, mais c'était juste dire oui, il y a de l'argent pour les femmes qui veulent se lancer. Casse-femmes, donc voilà. Oui, voilà, et j'ai bien vu, c'était pas du tout des profils, des parcours qui étaient liés, c'était juste on m'avait mis dans l'étiquette femme. Et donc je pense que quand même, si c'est cohérent avec l'activité et que ça mène une spécificité comme dans le sport ou certaines disciplines où en fait le fait d'être femme va être une spécialité en plus. Mais sinon, moi je suis d'avis à garder le bon endroit et le bon moment pour en parler. Par exemple, par rapport à des choses qui sont de l'ordre de la discrimination. Par exemple, au travail, on n'est pas obligé de brander ça sur les réseaux sociaux. Par contre, on peut l'observer, en parler à bon escient à nos collaborateurs. Moi, je me souviens au début que j'ai commencé dans la production. Une carrure plus grave, disait exactement la même chose que moi sur le plateau, ça mettait 2 fois moins de temps pour être entendu. Moi, j'avais l'impression à chaque fois, dans la posture, mais vraiment au sens physique, que c'était beaucoup plus complexe d'avoir la même écoute, la même crédibilité. Quand on parle au niveau collectif sur des grosses équipes. En direct à direct, la question se pose moins, mais c'est vrai que dès qu'on a des grosses masses d'employés ou de personnel, c'est, je pense, encore compliqué d'être, on va dire, dans le bon management féminin.
Après, quant à en faire, on va dire, une ligne de communication, je ne suis pas convaincue. Ça peut même nous déforcer, en fait. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est encore mon opinion. Moi, je trouve qu'une femme, elle doit vraiment montrer qu'elle est une femme. Et elle doit vraiment aussi prendre la place. Comme les hommes, ils montrent leurs muscles ou leur six-pack ou des choses comme ça. Parce que dans le management, on va regarder statistiquement, c'est quand même, ils sont beaucoup plus que nous. Ah oui, Donc, ça, il n'y a pas photo. Et de ça, on parle, hein, que les hommes, ils sont plus intellectuels, ils sont dans la catégorie C-level, c'est les hommes qui sont plus là. Mais pourquoi on ne peut pas se montrer, nous? On a des femmes, on est fiers. Et on peut aussi dire, oui, je suis une femme, je suis forte, je suis maman solo, et je sais faire mieux que toi. Donc, moi, je suis de cette optique qu'on doit se montrer, allez, pas partout, hein, mais quand tu es par exemple dans une interview, quand la femme n'a pas de la chance parce qu'un homme à côté, il y a plus de chance parce que c'est un homme, ben non, je vais vous montrer que je sais faire mieux que les hommes. Peut-être que j'ai plus de diplômes, peut-être que je parle plus de langues. Et plus de ça, je peux les combiner avec beaucoup plus d'autres casquettes. Donc ça, c'est... Voilà. Et nous, les femmes, on a aussi fait pour être multifonctionnelles. Donc, je trouve, pourquoi pas le montrer, pourquoi pas au show-off? On a là, allez, je trouve, allez, ça, c'est mon opinion. Prendre notre place, quoi. Oui, et très, très grand, hein. Ouais, moi, je pense que ça dépend aussi effectivement, du secteur, de l'activité, etc. Encore une fois, pour ma part, moi, c'est évidemment un atout, ou peut-être pas un atout, un gage de confiance. Si peut-être que les hommes... il y a ce côté... Les hommes qui maquillent, par exemple, c'est chouette. Enfin, il y a un côté attractif, les gens aiment bien parce qu'il y a une espèce de règle qui dit que, comme les coiffeurs, les mecs sont meilleurs... En fait, je suis en train de dire tout à fait l'inverse de ce que je voulais dire. Mais en fait, c'est ça la vérité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Les hommes, ils sont mieux que les femmes par rapport à la coiffure? J'ai pas de stats pour le prouver, mais je vois pas pourquoi. Je comprends pas très bien. Peut-être qu'il y a effectivement un rapport justement à ça qui est différent parce que c'est d'office des personnes, enfin c'est souvent du coup des personnes qui sont relativement extraverties, qui exercent leur métier d'une certaine manière, mais sur la qualité du travail à proprement parler, etc., franchement, je sais pas. Mais donc moi, en tant que femme faisant du maquillage, c'est logique, etc. Et après aussi, communiquer sur le fait que je sois une femme noire, etc., aussi, c'était un peu à double tranchant parce qu'il y avait le côté, je perdais la confiance de certaines clientes blanches qui pensent que j'arriverais pas à les maquiller. Donc là, je vais prouver que, bah si, en ayant été formée, on sait d'office faire les blanches parce qu'en fait, en Belgique, on fait les peaux blanches d'abord. Et donc, quoi qu'il arrive, vous faites partie des personnes qu'on sait maquiller. Il n'y a pas de problème. Et puis, et par contre, effectivement, c'est plus facile pour gagner la confiance des clientes à la peau noire. Parce qu'elles se disent, ah bah oui, c'est logique, évidemment, c'est les noirs, c'est qu'elle sait faire aussi. Donc, par rapport au métier aussi, il y a des choses qu'on met en avant ou pas qui vont être intéressantes stratégiquement. Mais c'est vrai que j'imagine que dans certains secteurs, c'est plus... comment dire, ça va pas tout de suite servir pour la personne, mais peut-être effectivement pour l'image collective qu'on a, pour la représentation, en fait tout simplement la question de la représentation des femmes dans la société. Mais bon, j'imagine que c'est pas toujours évident à trouver l'équilibre. Dans les secteurs et pour la question de représentation, je suis 100% d'accord avec le fait qu'il faut se montrer, qu'il faut vraiment prendre la place, ne serait-ce que... Allez, si on réfléchit tout simplement, l'espace public n'est pas pensé pour donner la place aux femmes. Je me souviens quand il y a eu le débat sur le tunnel Annie Cordy et qu'on a fait un peu le tour de toutes les places ou les endroits où il y a qui sont des noms de femmes. Je ne connais pas le pourcentage, mais je pense que ça ne représente même pas 10% des espaces publics qui sont dédiés à des noms de femmes. Donc rien que ça, l'espace n'est pas pensé forcément pour laisser de la place aux femmes parce qu'on a été, entre guillemets, habitués pendant des années, des siècles au fait que madame reste à la maison. Et donc du coup ici on prend de la place, mais avec cette double casquette de dire ok, vous avez voulu du travail, donc maintenant vous vous débrouillez avec la vie de maman et la vie de femme, quoi. Et donc c'est quand même des choses qui sont pas toujours simple à gérer, mais on se dit ok, tant pis, on va le faire. Et donc on doit montrer qu'on est 2 fois plus motivé pour être à moitié pris au sérieux. Ouais, ça. Donc mais ça veut dire l'espace public, là ça me fait penser au sablon et les talons. Est-ce qu'on peut avoir des rues en fait où on peut porter des talons? Ah si, c'est possible de réfléchir à ça. Toujours obligé d'être en basket là. C'est pas du tout pensé pour ça. Et donc moi je pense que sans forcément en faire
j'adore les femmes qui le font. Il y a notamment une copywriteuse francophone, française sur LinkedIn qui s'appelle Nina Ramen, qui a vraiment fait de ça son cheval de bataille. Donc elle veut aider les femmes à prendre la parole parce qu'il n'y a rien à faire. On nous a appris à rester sage, rester calme, parler pas trop fort, avoir une voix basse. Donc quand on a une voix qui porte comme toi, on va dire « Oh, mais elle parle fort, elle ». Ben non, il y a plein d'hommes qui parlent fort, donc je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas parler fort. Mais on a eu l'habitude de parler tout doucement. Et moi, je suis vraiment typiquement le produit de ça. J'ai appris à parler doucement, on ne parle pas trop fort, on reste calme, on reste à sa place. Et non, je pense qu'à un moment, il faut vraiment se montrer et dire je suis une femme, mais je suis avec mes attributs, voilà, mon histoire, etc. Mais il y a certains secteurs qui ont besoin de représentation. Je pense, on a par exemple dans des entreprises qui sont accompagnées, des entreprises dans le secteur des biotechnologies, il y a quelques-unes qui sont gérées par des femmes, elles sont très peu, mais c'est important de se dire, pour les petites filles, de se dire elles peuvent aussi travailler dans le secteur des biotech, des maths, du digital, mais si à force de voir que de Steve Jobs et tous ses copains, vont se dire en fait non, le web c'est pas pour moi, alors qu'en fait toutes les applications qui vont être développées, elles sont développées pour tous les êtres humains et la moitié de la planète est composée de femmes. Donc à un moment, si on n'a pas des outils qui sont développés et pensés par des femmes aussi, ça va poser problème. Donc je pense oui qu'il faut vraiment faire en sorte de réussir à prendre notre place sans forcément que on n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit notre sujet principal, mais expliquer le pourquoi, l'impact que parfois peut avoir le fait d'être une femme dans notre vie, dans notre métier. Quand on est dans un comité de direction et qu'on est la seule femme, quand on rentre dans une pièce et qu'on nous prend pour la stagiaire ou pour l'assistante, non, je suis votre directrice, ce genre de choses-là, ça peut parfois être embêtant. Donc il faut en parler de temps en temps pour rappeler que on est tout aussi légitime et experte que nos amis les hommes. Je voudrais réagir là-dessus parce que je te rejoins complètement sur le besoin de la représentativité et en même temps par rapport au fait de prendre la place, je suis la première à vouloir prendre la place, à parler fort, à exprimer mon point de vue, mais je ne pense pas parler au nom des femmes. En fait, il se fait que je suis femme. Mais moi, j'ai un gros problème avec ce branding actuel. Ah oui, entre femmes. Mais non, mais on est des multiplicités de femmes. Et parfois, je vais adhérer à certaines femmes et parfois non. Et donc, ça me pose un souci. En fait, le fait qu'on évolue dans nos vies professionnelles, dans nos épanouissements, va pousser vers le haut d'autres femmes. Et je pense que ça, c'est bien. Mais je n'ai pas envie qu'on soit résumé à dire à X femmes. Enfin, voilà, le fait de trop focuser sur cette question de genre, pour moi, amène à un clivage et une opposition de dire, de revanche un peu, genre, les hommes, on va vous prendre la place, alors que je ne suis pas convaincue, justement, que j'ai envie de réitérer, justement, des mouvements qui ont été incarnés par des hommes leaders. J'ai un autre leadership que les hommes, donc moi, mon but n'est pas d'ouvrir grand les jambes pour prendre tout le canapé ou de parler plus... Enfin, j'aurai d'autres revendications dans mon leadership, donc je n'ai pas envie de dire je vais vous remplacer, vous écraser, parce que c'est notre heure pour notre quota, et quelle que soit, on va dire, la femme, tant que c'est une femme, on pousse. Non. Donc c'est juste ces limites-là sur lesquelles je suis assez sensible, parce qu'il y a une tendance à ça. Et à force de grossir le trait et vouloir absolument être justement woman, je pense qu'on peut se décrédibiliser justement, et voilà, c'est un risque. Donc je voudrais pas croire que les hommes sont nos ennemis. J'ai beaucoup de collaboratrices femmes, mais j'ai autant de plaisir à travailler avec des hommes s'ils sont compétents. Et bien donc voilà, donc j'ai pas envie. Quelques rares compétents, quoi. Tu veux des nouveaux commentaires sous nos vidéos. C'est important. Mais après, c'est justement cette pluralité de points de vue qui est important. Oui. Et cette différence aussi justement de gérer la question. Parce que, à mon sens, je pense qu'il y a besoin de tout ça. Il y a besoin de personnes qui ont des avis modérés comme le tien. Il y a besoin d'extrémistes aussi qui tapent sur la table pas que sur la table, dès qu'elles peuvent. Etc. Et parce que je pense qu'il y a quand même, dans la volonté de vouloir absolument
être pro-femme, totalement féministe dans ses revendications, etc., je pense qu'il y a aussi... que c'est important d'avoir ce mouvement de balancier entre les opposés, entre les choses très très fortes et peut-être exagérées, pour arriver finalement après à une normalité et à quelque chose qui soit un peu plus entre les deux. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin de toutes ces manières de voir Juste les pour choses. corriger, je ne m'estime pas modérée. Je mettrais plutôt je lutte pour et pas contre. Ça veut dire que je suis pour pas... une cause, mais pas contre Voilà, une autre. donc par exemple, là, je porte un projet pour visibiliser les femmes pionnières qui ont marqué l'histoire. Parce que je trouve ça important, parce qu'elles sont inspirantes, et justement, on parle d'espace public pour géolocaliser des statues dans des endroits où on devrait célébrer le matrimoine. Donc, je travaille pour des projets que je trouve inspirants. Mais je ne me bats pas contre l'inégalité de genre avec un focus de colère. C'est juste ça, en fait. Je veux aussi dire quand même, je n'ai pas de colère, hein, mais moi, je suis tous les jours fréquentée, je travaille qu'avec des hommes. Je suis la seule femme. Donc, si je n'ai pas une personnalité aussi d'un homme, mais je ne vais pas m'en sortir, parce que c'est vraiment des hommes machos que je travaille avec. Je dois avoir une certaine attitude, sinon je me fais écraser. Donc, je suis vraiment dans un milieu aussi que, par exemple, si je ne gère pas bien mon client, il y a un autre consultant homme qui prend mon client. Donc, c'est pour ça que je suis toujours fréquentée à, OK, je suis une femme, je suis la seule femme, donc je dois aussi être ici, gérer tout. Donc, et je ne suis pas du tout féministe, contre ça. Les gens qui me disent que je suis un féministe, je suis contre. Et je trouve que dans la société, chacun doit avoir sa place. Une femme doit avoir sa place et un homme doit avoir sa place. Mais c'est pas mal quand il y a dans des situations, par exemple, comme les miens, pour se montrer, oui, je suis aussi là, j'existe aussi. D'utiliser finalement les outils. Je suis une femme. Voilà. Donc ça dans mon cas, en fait. Voilà. On va passer au piment suivant, parce que ça, c'est un énorme débat, effectivement, qu'on a ouvert ici, qu'on a déjà eu plusieurs fois, et à chaque fois, il y a des voix différentes. C'est hyper intéressant de voir les différents points de vue là-dessus. Mais il faut qu'on avance un petit peu sur nos piments. Par sécurité, tu ne penses pas que ce serait mieux de postuler? C'est moi qui ai écrit ça. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, quand on dit qu'on est entrepreneur, effectivement, on a des pics où on se croit la reine du monde et d'autres où on est une sous-merde. Et donc, effectivement, nos proches bienveillants, à différents moments, se disent pourquoi tu te fais du mal c'est bien, tu as un diplôme, rentre dans le rang. Il y a un petit peu ça, voilà. Tu pourras le faire après 4 heures, quoi. Donc, il y a un peu et je trouve que c'est accentué en Belgique avec ce système de l'emploi qui favorise beaucoup le profil employé. Et voilà, une mentalité générale de la brique, qu'avoir réussi, c'est effectivement avoir une bonne qualité de vie avec une petite routine où on peut... voilà, il y a des codes, en fait, d'une réussite pépère employée et que parfois, cette prise de risque exige le fait d'être porteur de projet, quel que soit le statut, indépendant, ASBL, SPRL, mais de dire, voilà, j'ai une bataille, j'y crois, j'ai une vision et je ne veux pas faire de compromis sur les ambitions, je n'ai pas envie de faire des petites choses, j'ai envie de porter quelque chose haut. En fait, on est tout le temps renvoyé à ce truc de... Allez, tu te fais un mal, viens prendre l'apéro. Ouais, voilà. Voilà. Tu as des apéros à la clé. Moi, je prends les apéros quand même, mais je n'arrête pas. Il y a un peu de ça, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Moi, la mentalité en Belgique, des fois, je trouve qu'elle est vraiment compliquée pour ça. J'ai l'impression qu'il faut toujours voir petit pour que ça se passe bien, pour que déjà pour réussir professionnellement. Et puis pour être comprise. Et donc ça, c'est vraiment une frustration que j'ai aussi par rapport à mon développement professionnel en Belgique, c'est qu'il faut toujours... c'est toujours plus ou moins, c'est toujours un peu, désolée, mais médiocre. Et donc tant que c'est ça, c'est bien. Mais si tu veux sortir de ça, c'est toujours compliqué. Et je trouve que c'est lié à
effectivement, là, c'était ce truc de la brique et de la peur du Belge. Et le fait de pas aimer justement être jugé, et donc c'est évidemment plus facile et plus confortable d'être dans du petit et prétendre que tu voulais juste essayer et qu'en fait, oh non mais c'est juste comme ça, t'aimes pas, c'est pas grave. Évidemment, quand tu mets toutes tes tripes, que tu donnes tout, tu te confrontes beaucoup plus au retour, éventuellement Au risque négatif, de se planter. au risque de se planter, etc. Et je pense que ça vient entre autres de là, mais ça peut être très très fatigant quand t'as un projet que tu veux mener à bien, c'est dur. Et moi, j'avais mis ça pour justement conseil pour les entrepreneurs parce que je pense, enfin, pour certaines d'entre nous, le fait d'avoir vu d'autres marchés, d'avoir vécu ailleurs, de voir d'autres façons de travailler, moi, j'en ai besoin souvent de repartir pour pouvoir me rebooster justement pour me dire, OK, non, c'est pas moi qui suis complètement à l'ouest, c'est possible. Et je pense que c'est vraiment indispensable et que les personnes qui n'ont pas cette opportunité de sortir en fait de la Belgique, il y a ce côté raisonnable qui est notre charme également parce qu'on a cultivé, on va dire, ce branding belge du petit belge, un peu sans prétention et sympa, et que ce côté un peu justement bric-à-brac fait un charme dans l'identité nationale. Et donc, on associe ambition à prétention. Et alors que dans le monde anglo-saxon ou dans le monde arabe ou même en Afrique et tout ça, il y a ce culte en fait du pionnier, de lancer, de prendre le risque, de miser. Et c'est vrai que moi je me sens assez proche de ça. Et il y a des jours où je me dis j'ai bien fait, j'y arrive, et puis d'autres c'est plus compliqué. Alors tu vas prendre un apéro. Voilà. Najima, toi tu travailles aussi à Dubaï. Excuse-moi, Milta, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais juste dire pour compléter ce qu'elle a dit sur au niveau de l'éducation, je pense qu'il y a aussi quand même un problème parce que c'est vrai qu'à l'école on ne nous apprend pas à être entrepreneur. On nous oriente d'office vers le profil employé. Et ça, c'est une des missions aussi chez Wallonie Entreprendre. On va dans les écoles pour insuffler l'esprit d'entreprendre parce que être entrepreneur, entreprendre des choses, ça peut aussi dire je suis petit, je veux vendre des petits gâteaux dans ma rue pour m'acheter mon dernier ticket pour aller voir Star Wars. C'est ça aussi l'esprit entrepreneurial. Et ça, c'est pas du tout inscrit dans le code. Moi, j'ai pas fait les scouts et tous ces bazars-là, mais il n'y a pas un truc un peu comme ça dans les... Non, il y a micro-entreprise, non? Non, il y a les micro-entreprises, les mini-entreprises. Mais je veux dire, l'idée de... Je sais pas, ils ne demandent pas des sous à tout le monde. Si, mais c'est de nouveau dans l'idée d'une structure. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de se mettre au service d'une cause, ce qui, si tu le transposes dans le monde du travail, c'est plutôt être dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Et on leur dit pas, tu peux lancer ton activité, tu peux créer ton truc, si tu es rêveur, tu peux faire ceci. C'est pas vraiment, en tout cas, on l'a jamais dit. Et mon mari qui est entrepreneur aussi, on a souvent eu ces discussions-là parce que tu sors de l'école, on te dit tu vas aller dans quelle fac ou école, tu vas faire ça, tu vas faire tel type de métier. À aucun moment on nous dit tu peux ouvrir ton entreprise et être coiffeuse, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas. Ça n'existe pas, donc il faut vraiment avoir des exemples de personnes qui disent j'écoute pas tu peux postuler je fonce. Il ne faut pas qu'ils oublient de parler aussi de la manière dont on est ponctionné à la source aussi. C'est bien de nous parler. C'est encore un autre problème. Bien le dire aussi. Ok, je propose qu'on passe au piment suivant. Je vais juste demander à toi, Najima, par rapport au fait que tu travailles aussi à Dubaï, pour rebondir sur ce que Géraldine disait. Le fait de travailler à Dubaï, de connaître le marché aussi de l'immobilier, mais en tout cas professionnel à Dubaï, ça t'apporte quoi en revenant ici en tant qu'entrepreneur? C'est de rêver encore plus. De rêver encore plus. Ah ouais. Quand tu goûtes à ce marché, tu es dans un rêve en fait. Donc voilà. Moi, ça fait quand même plus que 12 ans, je pars à Dubaï, donc je connais bien le marché. Plus ou moins 1 an et demi, j'ai commencé ma société là-bas. Je suis dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai quand même de grands clients. C'est difficile pour trouver de aanbod et vraag. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Le demande et l'offre et la demande. C'est difficile. Mais quand tu réussis à ça, il y a quand même une autre somme d'argent comme ici. Donc voilà, on parle d'une autre somme d'argent, on parle d'un autre esprit. Et aussi, qu'est-ce que je vais quand même aussi rajouter, c'est très important. Quand tu es entrepreneur, c'est l'esprit à l'entrepreneur. Et
OK, s'il y a des gens qui vont te dire, OK, rentre plus dans le employeur, c'est ça, hein? Être employé. Être employé, parce que c'est des gens, ils sont pas goûtés à cet entrepreneuriat. Ils sont pas cet esprit. Quand tu es ça, même si tu vas être employé un jour, tu vas dire non, j'arrive pas. Je veux être. Tu es trop créatif en fait, et ton Ta créativité, je vais arriver. Ta créativité, c'est ça qui t'amène à l'entrepreneuriat. Et c'est pas grave pour tomber. Quand tu tombes, c'est bien, c'est une expérience. C'est vraiment on parlait de la hein. différence avec l'esprit anglo-saxon, la culture de l'échec. Ça, c'est quand même quelque chose aussi sur lequel il y a beaucoup à travailler en Belgique. Oui, mais c'est pas grave. Vraiment, oui, quand voilà, c'est ça. Dédramatiser, tu en faire des expériences. Voilà. Là où aux États-Unis, c'est jugé... tu as déjà fait 4 boîtes et elles se sont plantées. En fait, tu as appris énormément. C'est ça. Alors qu'ici, c'est plutôt oh là, attention. Et même l'entrepreneuriat, tu as dit un beau mot qui est rêver, effectivement. Moi, c'est vrai que quand j'ai parlé, par exemple, de mon projet aux structures à Bruxelles, au départ, avant justement d'avoir réalisé des choses, juste quand c'était sur papier, je disais, OK, mais quel service vous vendez? Parce qu'en fait, ils encouragent un certain type d'entrepreneuriat. Ça veut dire, en fait, prestation de service, on va chez un client, on vend. Sauf que moi, je pars d'un rêve. Je monte un projet, je cherche des financements, je fais des levées de fonds et je fédère des gens autour d'eux. Je ne fournis pas une prestation de service. Mais alors, ça ne rentre pas dans les clous. Et donc, pour dire vraiment, effectivement, même l'entrepreneuriat et l'aide à l'entrepreneuriat, je vois beaucoup de studios qui sont créatifs, mais pour des causes alimentaires ou quoi, en fait, finalement, au lieu de monter des contenus immersifs, super stimulants, des jeux et tout ça, non, ils font des petites prestations de services. Donc, ils répondent aux besoins d'un client qui vient et ils passent complètement à côté de la création d'un IP, donc une propriété intellectuelle qui serait la leur ou seront porteurs de projet. Et donc, c'est vrai que même les gens qui font le cap de l'entrepreneuriat sont encore orientés vers un cap qui est un cap de... Ne pas rêver trop grand. De fournisseurs de petites prestations. Et je pense que c'est vraiment un élément de blocage, en tout cas dans le secteur de la création de contenu. Voilà, c'est assez frustrant. Voilà. Tout le monde fait ça, c'est un métier saturé. C'était moi, c'est ça. Parce que la communication, déjà quand j'ai fait mes études, on me disait c'est des études qui ne servent à rien. C'est des études pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Tu trouveras jamais du travail. Et puis alors quand finalement j'ai trouvé du travail assez facilement. Et puis quand j'ai choisi de lancer mon activité, ça rebondit un peu sur ce qu'on dit ici. On m'a dit mais t'es sûr, il y a déjà beaucoup d'agences. Est-ce que tu resterais pas à temps plein là où tu es? Donc moi j'ai pas vraiment écouté. Mais de manière générale, aussi pour rebondir sur ce que les filles ont dit, on nous apprend à l'école, quand quelqu'un va dire je vais lancer mon activité, devenir entrepreneur, on lui pose la question est-ce que tu es sûr? Mais quand quelqu'un dit qu'il veut être employé, personne ne va dire t'es sûr que tu veux être salarié, avoir des chèques repas, ça fait pas peur. Non, on n'est pas en question ça d'avoir peur. Donc je veux dire, il faut vraiment changer cet état d'esprit, et encore plus pour revenir à la thématique sur les femmes qui se disent je dois gérer mon quotidien, éventuellement des enfants ou des projets, etc. C'est possible en fait, et tout ne doit pas se faire en une fois et dire je fonce, je me lance, etc. Toi tu as parlé du fait que tu as été voir des structures d'aide, il y en a plein sur le site du 1890, on liste en fait toutes les structures d'aide à la création d'entreprise. C'est pour essentiellement Wallonie et alors à Bruxelles je pense que c'est 18-17 si je ne me trompe pas. 18-19 je pense. 18-19, voilà, pardon, voilà. Et donc qui sont des structures d'aide à la création, qui aident la création d'entreprise ou tous les stades de vie d'un entrepreneur. Je veux dire, on peut se lancer et comme vous avez dit, si ça foire, c'est pas grave, mais au moins ils auront tenté l'aventure. Au moins on a essayé et surtout on a appris plein de choses en le faisant. Ça. Vous en tant que maman, vous avez l'impression de justement éduquer vos enfants différemment ou par rapport à ces questions-là. Ouais, peut-être qu'un an c'est encore un peu jeune. Mais quoique.
Apparemment, même dans le ventre, ils entendent tout ce qu'on dit, Ouais, tout je- ça. Je sais pas quoi. Il y a pas mal de choses. Bon. Ça les désabosse. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit de peut-être pas les pousser à l'entrepreneuriat, mais en tout cas réfléchir à ces questions-là et, Et de leur montrer d'autres possibles, voilà, quoi. comment vous les... Oui, hein. Complètement. Ouais, Mhm. on parle de ça à table. Quand tu es un entrepreneur ou un esprit d'entrepreneur, voilà, les enfants, ils prennent ça avec. Hein. Mhm, C'est mhm. sûr. C'est sûr. Quand, par exemple, il sait très bien que dans une réunion, il ne doit pas parler parce que maman, elle a quelque chose d'important à faire. Et elle fait ça de la maison, mais elle s'occupe quand même de lui. Donc, il s'apprend ça très, très jeune. Mhm, Voilà. mhm. Et mon fils, qu'est-ce que moi, ça me stimule très, très fort. Il me dit, maman, toi, tu es un superwoman. Je dis, ouais. Exactement. Absolument. Voilà, donc ça motive aussi comme maman. Hein. Uh-huh. Allez, l'amour d'un enfant, ça beaucoup plus qu'un travail, qu'un entrepreneur, qu'il y a de l'argent. Mhm. Donc, quand tu as ça en retour, tu dis, ben moi, je vais foncer. Mhm, Si mhm. mon fils, il croit en moi, le monde peut croire en moi quand même. Toi, tu es aussi une passionnée de littérature. Et donc, j'imagine que ça aussi, c'est quelque chose que tu essayes de nourrir en toi. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais peut-être aussi aux gens de lire un petit peu, lire Oui, plus, lire certaines parce choses? lire plus, oui, parce que je dis à chaque fois, le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, quand on réussit à s'instruire, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, hein, mais quand on va chercher dans le savoir des éléments qui vont nous permettre de briser des pensées limitantes ou avoir les armes pour pouvoir se lancer, on est, entre guillemets, capable de tout faire, quoi. Donc, la littérature, oui. Après, pas tous les types de littérature. C'est vrai que sur sur mon compte Instagram, je partage plus de la littérature sur les questions de genre, justement, la libération des femmes, mais aussi la libération des personnes racisées, donc que ce soit noires ou autres cultures qui ne sont pas blanches, parce qu'on nous a, en tant que femme, on est rabaissé, mis de côté. Alors en tant que personne noire, alors en plus j'ai l'air trop jeune, donc là je suis vraiment genre, dans Triple discrimination. Mais il faut, moi ce sont beaucoup de lectures qui m'ont aidé à me trouver légitime, à trouver de l'inspiration, parce que quand on pense personne noire, on pense directement à racaille. Donc voilà, j'avais envie de trouver des littératures qui allaient répondre, qui allaient montrer qu'il y a d'autres possibles, il y a d'autres représentations qui sont possibles. Et c'est important pour moi du coup de les partager à d'autres, parce que j'ai des retours qui me disent « Ah Mélissa, grâce à toi je lis plus ». Sur la finance aussi, des fois je partage aussi quelques livres là-dessus. Je suis plus au courant de comment répartir mon budget avec mon mari, etc. Enfin, c'est des choses qui sont importantes pour la vie, quoi, de bien réfléchir à comment on investit et tout ça. J'essaie de partager ce type de lecture, parce que des fois ça ne nous apprend pas à l'école encore. Et, Pas sur TikTok non plus. TikTok, Ouais, si, il y a le TikTok Book. Si. TikTok Book, c'est la plus grosse trend sur TikTok. Donc, Oui, mais c'est ça. Mais ce qu'il y a dans les livres, on ne l'apprend pas sur TikTok. C'est ça que je veux dire. Oui, mais si TikTok nous apprend à aller vers les bons livres, c'est bon. On a... bouclé. Elle veut dire par là, avec ça, on n'a pas lu le livve. Ah oui, après sur Instagram non plus, je veux dire. Non, sur Instagram non plus. Moi, je peux C'est en ça que parler. je- et puis c'est les bien, gens, c'est bien mon propos. C'est ça que il faut lire plus. Ouais, un peu c'est ça. plus. Parce que des C'est bien gens, quand de je lire. lisais beaucoup, me disaient « Mélissa, est-ce que tu lis vraiment les livres ?» Juste, différentes compagnies, vivre heureuse et en bonne santé. C'est comme ça C'était que, encore- c'est comme ça que tu te... Ouais, en fait, c'était la réponse déjà. Ah, ok. Qu'est-ce qui te booste en fait, tu vois? Ah, ok, pardon. Attends, et là, t'as écrit quoi? Qu'est-ce qui te booste encore? Ok. C'est quoi les raisons que tu es devenue la personnage que je suis aujourd'hui? Le divorce, ton fils, le fait d'être une single mother, et donc une femme forte et une superwoman d'après ton fils. Bon, d'après nous aussi, ouais, après. c'est ça. Vous êtes le superwoman. Je trouve que chaque femme, c'est un diamant. Vraiment, chaque femme. C'est seulement... Ça dépend... Allez, attends, je vais redire ça. Donc, je trouve que chaque femme, c'est un diamant, mais la taille, c'est différent. Et chaque femme, elle doit vraiment se développer personnellement pour avoir la meilleure taille, qu'elle se sent le meilleur dedans. C'est marrant, en plateau, on a eu une autre femme qui a mis exactement la même même idée. métaphore. C'est nous sommes toutes des diamants bruts et c'est à nous de nous tailler correctement. Voilà, ça. c'est Parfait, vraiment... c'est ça, en fait, vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça, ouais. En néerlandais, ça donne... Iedere vrouw is een diamant, maar de scherpte van het diamant hangt af van de persoonlijkheid van een vrouw.
Dus hoe beter dat je eigenlijk je eigen zelf gaat ontwikkelen, hoe scherper en mooier de diamant is. En dan gaat je echt wel blinken. Ah, c'est en C'est ça. fonction de la tête. En fonction de la taille, tu vas briller le plus. Voilà. Et chaque femme, elle brille. Hein. Mais il y a certaines femmes qui voilà, ils sont pas encore là, ils se recherchent, ils sont en train de se développer, donc ils ont encore besoin de temps. Mais le temps que la femme, elle va briller, elle va vraiment briller. Hein. Et ça nous ramène finalement à la communication. On réfléchit à ce sur quoi on veut communiquer. Là où on peut briller le mieux, on le travaille, on se taille et puis on shine. Voilà. Ah, magnifique, Elvie. Wow, bravo. Bon, ben voilà. Belle Ouais, conclusion. après, il faudra que j'aille travailler ça chez moi. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Entre parler et faire les choses, il y a toujours un gap. Je vous propose de terminer ici. Et ce qu'on aime bien faire pour conclure l'émission, c'est justement faire briller d'autres femmes, les mettre à l'honneur. Donc, je vous propose de trinquer à une femme qui vous a inspiré. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous a directement donné des conseils ou de l'inspiration. Ça peut aussi être des figures plus éloignées. Si on peut les inviter en plateau, on est ravis. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Est-ce que vous pensez à quelqu'un comme ça? Je cherche. Il y en a plusieurs. Tu peux toutes les citer. Je pense quand même à des mamans solo que, là c'est pas des personnes, mais c'est parce que j'ai une proche ici qui vient d'être maman solo et en t'entendant aussi je me dis que elle fait un travail extraordinaire et qu'il faut lui rappeler que c'est un diamant. Sinon, je dirais peut-être Nina Ramen que j'ai cité tout à l'heure parce que je trouve vraiment son travail extraordinaire qu'elle fait auprès de la communauté des femmes et des entrepreneuses. Nina Ramen pour toi? Moi, je pense à Chantal Léonard, qui est ma mère, et en fait, qui est aussi ma copilote, et qui me permet aussi de rappeler qu'en fait, tout ce que je fais, je ne pourrais pas le faire si on était seulement deux à éduquer nos enfants. Parce que, effectivement, je pense qu'il y a peut-être des couples qui réussissent vraiment à trouver un équilibre des genres. Mais ce n'est pas encore la réalité de la plupart des couples, qu'on soit séparés ou en couple. Il y a quand même un gros poids sur les femmes. Et je pense que si j'avais dû choisir entre la stimulation, l'épanouissement de mes enfants et ma carrière, j'aurais choisi mes enfants. Et il se fait que ma mère, ma tante, mon père et mon mari se mettent ensemble pour participer à coéduquer. Et te permettre de ne pas choisir. Justement. Mais je me rends compte que c'est un vrai luxe et que c'est même une condition sine qua non. Ça veut dire qu'effectivement, si mes parents, ma tante ne faisaient pas les devoirs chaque semaine pour mes enfants, moi, je ne sais pas mener ma vie d'entrepreneur en finissant à 4 heures, c'est juste pas possible. Donc, il y a des éléments factuels. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, les mamans, et d'autant plus quand il y a des affinités professionnelles et qu'on a du plaisir à travailler ensemble. Najima, tu penses à quelqu'un? Moi, je pense à ma maman aussi. Je trouve c'est la personne, pour moi, dans mes yeux, la plus forte femme. Parce qu'elle est venue ici quand elle avait 19 ans. Elle ne connaissait pas la langue. Elle parlait ni néerlandais, ni français. Elle s'est mariée ici. Elle a eu 4 enfants quand même. Elle a perdu son mari quand elle a 34 ans. Elle a éduqué ses enfants toute seule. 4 enfants. Elle ne s'est pas remariée pour nous donner un meilleur futur. Et aujourd'hui, dans les yeux de ma maman, on a quand même réussi parce qu'elle a 4 enfants indépendantes. Et voilà, elle nous ouvert beaucoup de la porte, même sans avoir une background. Et ça, c'est quand même... c'est très, très dur pour des gens qui viennent de l'extérieur, ici en Belgique, pour donner un meilleur futur à leurs enfants. Donc, pourquoi nous, comme femmes, on n'est pas capable pour donner ça à nos enfants? On est né ici, on a grandi ici. C'est acquis que notre enfant doit être mieux que nous. Voilà. Eh ben... Rikia. Rikia, Nina et Chantal. Juste rajouter, moi aussi je pense très fort à ma mère. J'ai rajouté par rapport à ce que tu as dit, Géraldine, il y a un livre, parce qu'on a parlé des livres, Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui explique justement cette difficulté qu'on peut avoir quand on est une femme, parce que en général, donc ça c'est un livre qui se passe au début du XXe siècle, oui, et donc elle explique que pour pouvoir travailler sur des projets à soi,
on n'a pas d'espace en fait. On est soit dans la cuisine, soit en train de s'occuper des enfants. Et tant qu'on n'a pas soit l'argent en étant riche, donc à cette époque-là, ou alors le soutien de sa famille, c'est pas facile en fait de mener des projets. Donc l'importance d'avoir son espace à soi pour pouvoir créer ou avoir le soutien de ses parents, de ses proches, de son mari, ou le coparent. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, si je peux conclure sur... J'adore finir sur cette référence. On va lever nos verres à toutes ces femmes, à tout notre entourage, professionnel ou personnel, qui nous permettent d'avoir une chambre à nous et de nous développer. Merci. Merci beaucoup. Ok, bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Girl Squad. Abonnez-vous, likez, commentez, suivez-nous. partagez. Il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue. Toutes les voix sont importantes, toutes les voix ont leur poids et leur légitimité dans le Même débat. les trolls. Même les trolls. Ouais, ont le droit d'exister. À bientôt. Merci beaucoup.